c'était là le verdict de la Sénat, le 20, qui est tiré en attendant la lie à boire après les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Agapit Napoléon Lafoïka, eh bien, vous pouvez être fier de toutes ces personnes qui ont contribué à la compilation des résultats à une télé. Oui, on doit être fier de tous nos correspondants, des radios partenaires, des radios locales avec lesquelles nous avons travaillé, de tout le réseau avec lequel nous avons travaillé, qui nous ont permis le dimanche à 23 heures de pouvoir dire que ces trois partis, les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc des Républicains, étaient le tiercé gagnant, ayant reçu les suffrages exprimés d'au moins 10% des électeurs nationaux au niveau national. Je pense que nous l'avions dit déjà à cette heure-là et je voudrais vraiment rendre un hommage à tous nos réseaux. Après, bon, il y a eu les fluctuations selon le niveau d'éléments que nous avions, mais il est resté quand même évident que ce trio est resté le même, que le taux de participation que nous avions évalué au départ entre 40 et 50%, après on l'a évalué à autour de 30%. Pas plus de 40, vous le disiez hier. Voilà, donc pas plus de 40. Aujourd'hui, nous sommes à 38% également. Donc ça, c'est vraiment merci à tous ces réseaux, à toutes ces radios, à tous ceux qui ont contribué plus ou moins un peu à cela. Notre devoir est d'informer. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne peuvent pas mentir. Plus que les documents étaient publics, tout le monde avait... Tout était public, les partis avaient leurs représentants dans les bureaux, les partis avaient les données. Je pense que aujourd'hui, en fait, avec cette proclamation, tout le monde doit être en phase parce que tout était affiché. Les données circulent. Au niveau de 7 parties, 6 sont restés vraiment zen. Il y en a qui ont titillé de fausses informations. Nous avions pu les utiliser aussi à un moment donné avant d'être avisés par des données beaucoup plus crédibles. Donc, l'un dans l'autre, on peut saluer la bonne tenue des différents candidats des partis politiques, des 7 partis politiques globalement, et de 6 d'entre eux qui ont pu savoir raison garder depuis. Je pense que on peut dire que tout s'est déroulé, disons, normalement. Voilà, venons-en maintenant aux résultats proprement dit. Le Renouveau, 53 sièges, les démocrates et le BR au coude à coude. Agapit Napoléon Lafoïka, impression générale. L'Union progressiste de Renouveau donc s'affiche clairement comme le premier parti au niveau national. Et donc, dimanche soir, François-Xavier Noumon, à votre place, me demandait l'effet Diogbenou. Hier, vous posiez la question de savoir l'effet fusion. Alors aujourd'hui, on peut, si on veut rester dans les faits, et donc dans l'analyse, disent effet Diogbenou, positif. Effet recomposition de l'UP, positif. Oui. Après, oui, c'est vrai, quand vous regardez le score à Porte-Nouveau, dans la 19e circonscription électorale, dans les zones PRD, par exemple, on peut se demander concrètement quelle a été réellement l'apport PRD. Mais en se disant ça, il ne faudrait pas perdre de vue que le mode de scrutin a fait que beaucoup de partis ont laissé des plumes. Parce que vous pouvez avoir, vous voyez, ça se joue à de petits détails. Je veux qu'au niveau de la moyenne, l'autre vous dépasse. Donc il y a beaucoup, il y en a qui ont eu une seule voix. Ou ailleurs, le nombre de suffrages exprimés qu'ils ont obtenu, ailleurs, aurait pu leur donner 2 voix. Donc, nous sommes aux législatives et l'analyse des données, de l'impact de Diogbenou, de l'impact de fusion, ne peut pas être totalement nette. Ça ne peut qu'être général. Il faut attendre, par exemple, une élection comme l'élection présidentielle pour pouvoir analyser de manière profonde. L'un dans l'autre. Oui. Et sa personnalisation, il est évident que l'Union progressiste de Renouveau est le premier parti national. L'UPR a d'autant plus amélioré son score qu'en 2019, l'UPR avait 47 députés, au moment où il fallait avoir 83. Aujourd'hui, l'UPR a 53 députés, au moment où il fallait avoir 109. Ça veut dire que l'UPR a frôlé la majorité absolue. A frôlé, parce qu'à 2 sièges près, on aurait cette majorité absolue. Ça veut dire que l'UPR seul aurait pu constituer la majorité. Et reléguer le BR et les démocrates dans les partis minoritaires. Aujourd'hui, l'UPR sera obligé de composer avec le Bloc républicain. Nous l'avions également dit que les deux réunis dépasseront largement, mais alors très largement, le parti des démocrates, c'est le cas. Bravo à eux. Mais bravo au parti des démocrates également. Ils reviennent de loin, 24% des suffrages exprimés, 24%, c'est beaucoup. Il y a beaucoup parce que très peu les voyaient 10%, de les avoir sur les 10%. Moi, personnellement, je ne les voyais pas. Je ne sais pas si c'est la raison ou le cœur, mais je ne sais pas. Plus concrètement, j'estimais qu'ils n'avaient pas d'offre. Mais je pense que le comportement de l'électeur sur la place est différent. Bon, donc tant mieux pour eux. Bravo à eux, on peut le dire, bravo aux élus. Et nous espérons qu'une fois au Parlement, ils vont retrouver le discours républicain, un discours beaucoup plus en harmonie
avec les règles de la République, parce qu'on a écouté des choses ahurissantes lors des campagnes. Je continue de le dire, moi j'en ai en travers de gauche parce que j'estime que la République doit être respectée, les institutions doivent être respectées, les délibérations des institutions doivent l'être, et si on n'est pas d'accord, on doit aller aux voies de recours. La Constitution a tout prévu, on ne peut pas vouloir assumer des responsabilités et saquer et vouer hégémonier les institutions et se permettre de tout dire sur les... Donc, la liberté, oui, mais il y a les manières de dire beaucoup de choses avec respect. Et lorsqu'on sait que les enfants nous suivent parfois, nous avons le devoir d'éducation en tant qu'homme politique, en tant que média. Donc, moi, tout en saluant les démocrates, j'espère bien qu'ils profiteront au Parlement pour vraiment arranger leur rhétorique en guerre et s'insérer dans le cadre donc des réformes qui se tiennent aujourd'hui, et qui sont des réformes pour le Bénin et non des réformes pour Patrice Talon. Je ne suis pas tenu de soutenir, mais il peut soutenir par des apports alternatifs. Absolument. Donc il peut amener des correctifs, certaines choses. J'espère qu'ils vont travailler intellectuellement et techniquement au lieu de travailler politiquement seulement, parce que la politique ne construit pas le développement. Le BA a quand même perdu des plumes, Agapit Napoléon Martin. C'était à l'évidence. C'est énorme. C'était à l'évidence, parce que quand vous regardez un peu la cartographie électorale, il était évident que le Parti des démocrates a éradié là-haut sur le champ du BR. Oui. Le BR avait 36 en 2019, avait 36 sièges en 2019, en non, aujourd'hui 28. Donc rien qu'ils ont déjà perdu 8 entre la précédente mandature, les satures et celle-ci, alors que le nombre de sièges a cru. C'est pas un bon score pour lui, c'est comme si c'est un déclin pratiquement. Non, globalement, je pense que le BR lui a laissé peut-être qu'on connaît, qu'on ne verra pas. Qu'on ne verra pas au Parlement, ça fait un bon bout de temps, mais on verra bien tout ça, on peut les analyser avec le temps. Il est évident que ces élections sont très bien passées, et comme je le dis toujours, nous parlons du taux de participation. Alors si on peut, on va l'analyser entre les 27% de 2019 et les 38% de 2023, on peut dire que oui, la participation de l'opposition a peut-être permis d'augmenter un peu, on peut en hypothèse le dire. Et donc du coup, ceux-là sont ceux qui ont voté pour l'opposition globalement, ceux qui sont sortis de plus, parce que le FCBE n'était pas aux élections non plus en 2019. Et donc quand vous cumulez FCBE et les démocrates, vous voyez un peu peut-être l'impact du taux de participation, c'est-à-dire 11% de plus qu'en 2019. Je pense que tout ça a pu être mis ensemble, voilà. Voilà, et parlons justement des FCBE, ceux qui estimaient que c'était Yahi qui a donné le score de 2020 au communal, n'ont pas si tort, Agapit Napoléon Martin. Quand même, 4,24% des suffrages exprimés. Non, vous savez, je l'ai dit, le FCBE a eu un gros problème. C'est comme les métis sous l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ils étaient les plus pestiférés parce que les Blancs ne les adoubaient pas, estimaient qu'ils sont des colorés, donc des Noirs. Les Noirs ne les adoubaient pas, estimant qu'ils sont des Blancs. C'est un peu ça. Le FCBE, c'est un peu le lien de ces élections parce qu'en fait, ils ne sont pas de la majorité, et ils ont un discours, ils ont d'ailleurs radicalisé leur discours pendant la campagne, et l'opposition ne les prenait pas non plus au sérieux, et les narguaient d'ailleurs comme la troisième force du Parti Talon. Donc, quelque part, ils ont souffert. Et je pense que c'est à eux maintenant de se déterminer, parce qu'il est clair qu'ils ne peuvent pas trouver leur place dans l'ancrage actuel. Nous avions toujours dit qu'il y a de la place pour deux partis de la majorité et un parti de l'opposition. C'est clair aujourd'hui que ça se confirme. Ça fait 2, 3, 4 ans que nous répétions ça, à la lecture de la cartographie et de la sociologie électorale, qu'on ne peut pas, avec la réforme des systèmes partisans, c'est au plus UP et BR, il ne peut pas avoir place pour autres. Alors Moël et UDBN, est-ce qu'ils comprendront le message? Ils sont libres. Mais au niveau de l'opposition, il ne peut pas avoir non plus place pour deux partis d'opposition. Ce n'est pas possible non plus. Le fonctionnement de l'électorat est clair que ceux qui sont là le sont déjà. Et l'offre qui est là, c'est l'offre de deux partis de la majorité et un parti de l'opposition. C'est clair que les autres, bon, il y a eu des endroits où ils ont pu percer par-ci, par-là, mais c'est marginal parce que l'électeur déjà, quand vous dites Talon, on voit déjà ce qui incarne le plus la vision Talon. Et quand vous dites Yahi Boni, il y a aujourd'hui. Or, il se fait que le jeu est bipolarisé. C'est toujours un peu ça, on voit Talon, on voit Yahi. Comment, au temps ancien, on a vu Kelekouche-Leglo, Amoussou Mbedi, bref, il y a Yahi Mbedi. Donc, vous voyez, et là c'est un peu ça, on n'est pas encore aux idées, on est encore à une focalisation sur les personnalités. Donc,
il faut en tenir compte. Voilà. On peut aussi analyser cette disparité des chiffres. Les démocrates auraient pu, peut-être, sait-on jamais, avoir la majorité s'ils avaient composé avec la FCBE ou le MPL, parce que les deux font environ 6% plus. C'est pas rien, c'est pas faux. Après, il faut tout compter de, bon, c'est législatif, ça dépend de qui vous positionnez également. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Si vous imaginez les démocrates, MPL et FCBE ensemble, pour une campagne, c'est sûr que oui, ils pourraient avoir un peu plus. Mais également, si Moël se ralliait à l'UDBN, donc, ouais, les BA plus UDBN, ça aurait pu donner quelque chose de mieux. Bon, même si UDBN, je pense que j'espère que UDBN, j'espère que UDBN va comprendre quand même que, franchement, en termes d'influence, que non. Enfin, c'est pas moi de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais quand même, ça fait longtemps que si on était l'oracle, on leur avait prédit qu'ils n'ont pas. Même l'oracle l'aurait fait. Non, même à la place de l'oracle, on leur a quand même dit qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont talents et dans cet environnement-là, il n'y a pas d'offres nouvelles. Ils ont tenté, mais et ils ont déjà bien. Moi, j'ai vu des hauts cadres sur le terrain. Comme j'ai découvert Madame Akotrosou, qui est aujourd'hui préfet dans l'OMS, j'ai déjà découvert plein de bonnes personnes autour de l'UDBN, mais ça ne suffit pas. Ils n'ont pas pour moi, ces partis n'ont pas d'avenir. Mais apparemment, comme les gens ont les moyens de les animer, bon, ils vont continuer de les animer, ça permet à d'autres. Ça permet à des jeunes ou à d'autres de mieux s'éclore. Vous voyez, dans les grands pays, il y a ce type de partis qui sont plus des courants. Ils s'animent, mais après ils se rangent derrière les grands partis pour les élections. Hein? Il n'y a pas de logo à faire prévaloir. Vous animez, vous faites partie de votre différence. C'est ce que, comme Irénée Agostinho a voulu faire avec l'FCB, mais ça ne peut pas. Ce n'est pas une alliance. Vous fondez dedans. Vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes avec l'UPR, ou bien c'est peut-être pas ce que l'UDBN a voulu faire avec le bloc républicain, mais qui n'ont pas pu s'entendre réellement là-dessus. Vous pouvez continuer d'animer, mais lors des élections, vous vous rangez derrière parce qu'on ne vous connaît pas. En fait, là où ça se fait, ce n'est pas des partis politiques qui le font. Il faut être un courant dans un parti. Nous adhérons à tel parti, mais nous gardons le courant UDBN. Donc ça veut dire quoi? Le courant UDBN ne peut pas aller contre les gens du parti, mais peut avoir des propositions alternatives. Le courant UDBN ne peut pas, sur le terrain, par exemple, aller contre les mots d'ordre, parce que ce n'est pas. Mais il peut avoir une toute petite musique, un tout petit peu, disons non, vraiment pour ne pas embrouiller les populations, et lors des élections, ça aligne derrière. Je pense qu'il va falloir peut-être que Moël, UDBN, autres, je ne sais pas quoi, réfléchissent dans ce sens. Bon. Libre à eux, hein. Moi, comme je dis, le conseil n'est pas le payeur. Nous, on analyse, eux, ils agissent. Donc, c'est à eux de savoir quoi faire et de leur parti et de leur vie partisane. Voilà. Il y a de nouveaux arrivants à l'UP Le Renouveau, par exemple le professeur Victor Topano et également M. Diego qui est passé également à Répit Napoléon Marcotte, peut-être, on va dire. Non, M. Diego était connu. Il était directeur général de l'NPE. Il était secrétaire permanent des agences d'emploi de l'UMOA, il me semble, à Bamako. Bref, il a un vécu militant qui peut mettre à la disposition de l'UP, le renouveau. Il a fonctionné sous les sillages de Mathieu Lawson, qui hélas n'est plus fonctionnel actuellement, et donc un peu comme l'héritier du chef, quoi. Donc voilà, j'espère bien que San Diego, voilà, dans la circonscription, va faire de son mieux pour rassembler et pour faire en sorte que lors des prochaines élections, il y ait plus de sorties. Ouida fait partie des déceptions en termes de participation. Ça fait partie des villes qui ont tiré vers le bas le taux de participation, c'est pas bien. Alors donc, félicitations à San Diego, mais félicitations à Maligobina, le maire de Djougou, vraiment qui a fait un très bon travail, il faut le dire, au niveau du BR, au niveau de Djougou, et qui apparaît aujourd'hui comme en tout cas pour moi, l'un des nouveaux visages un peu de ce parti qui a besoin d'un nouveau souffle. Pour moi, félicitations à Dambi, je voulais dire à Charles Tokor, mais comme c'est sous couvert à Dambi. Dambi qui est le seul élu donc de bloc républicain, donc le ministre Dambi, ancien maire de la ville, qui a gardé quand même, qui a pu montrer quand même qu'il a sa force de frappe. Je suis sûr que ces énergies collées à celle de Charles Tokor, à celle de
de Rachid Guadamassi et tous les autres ont pu leur permettre de se sortir de cet engrenage Yahi à Parakou. Vous avez trouvé le mot, c'était vraiment l'engrenage Yahi à Parakou. C'était l'endroit où le président Yahi s'est assis. C'était pas, il avait bien voulu en découdre. Je pense que il faut saluer le comportement des... En tout cas, ce score, il n'est certainement pas le meilleur. L'UPAU a pu s'en sortir avec... dans la 8e, c'est... Oui, l'UPAU s'en sortir. Donc, vous voyez, ils sont deux partis. Les deux réunis auraient peut-être pu faire mieux que les démocrates, mais ils ont préféré aller en solo. Donc, salut à eux, félicitations. Félicitations aux autres, félicitations à ceux qui n'ont pas pu passer. Enfin, les anciens députés qu'on ne reverra pas encore. Cotonou a laissé une grosse plume. Et, enfin, grâce à Cotonou, surtout dans la 15e. Donc, mais bon, c'est cela la réalité électorale. Il était évident que l'issue des urnes de 2019 ne pourrait se répliquer, mais il est à saluer que sont validés par les populations, que la réforme du système partisan maintenant est un acquis total. Avec ces résultats, je ne vois plus qui va encore revenir sur ces réformes. Tout est validé. Je pense que c'est à l'actif donc de toute l'équipe de la rupture ou du Bélé Nouveau, à l'actif du président Patrice Talon, de tous ceux qui ont conduit et piloté ces réformes qui les ont conduits. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est un acquis. L'effet Yahi, on en a parlé, je pense qu'on peut le relativiser aujourd'hui, clairement, et j'espère que le président Yahi saura tirer les conclusions un peu de tout cela. Quand on regarde un peu les champs où les démocrates ont pu piocher, on se rend compte que les guéguerres entre les partis de la majorité, parfois, on peut permettre cela. C'est pas partout, hein, c'est pas partout, parce que il y a les chefs naturels de Boni Yahi qui sont restés fermes pour lui. Mais il est à saluer quand même que la majorité n'a pas fait fière figure ici ou là. Donc, quelque part, on peut dire oui, Yahi est sorti, il y a là ses partisans toujours, mais je pense que progressivement, les gens comprennent que l'avenir, c'est certainement pas lui. Ça peut se faire avec ses idées, mais ce n'est plus avec lui. Donc, vivement de nouveaux visages et de nouvelles manières de faire. Je pense que c'est un peu ça. L'un dans l'autre, on peut dire hein, clairement que la décennie Talon s'affirme et se concrétise. Là, après ces législatives, hein, les réformes sont validées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parlement et avec la participation du Parti des démocrates, on peut rêver que le processus va se poursuivre, hein, en espérant qu'ils vont apporter les leurs pour peut-être mieux polir l'édifice et mieux polir les actes. Voilà. Le visage de 2026 se dessine progressivement. Ah oui, déjà, on peut dire qu'on aura 3 candidats en 2026. Puisque, ou 2. Normalement, il n'est pas de normalement, c'est 3. Il est clair que 2026, aujourd'hui, c'est 3 candidats potentiels. Un candidat des démocrates, un candidat de l'UP et un candidat un candidat du bloc républicain. Bon, il va rester 7 potentiels puisque selon on peut avoir jusqu'à 9 ou 10. Bon, voilà. Donc, alors, avec l'hégémonie de ces 3 partis sur l'échiquier, je pense que c'est 2026 qui se lance comme ça. On n'oublie pas que les législatives se jouent en janvier 2026, avant la présidentielle en avril. Et donc, les parrainages peuvent changer. Peut-être que c'est pas ceux qui sont ici qui parraineront. Bon, la mouvance, de toutes les façons, à la majorité, là, tout de suite, il leur appartient de consolider, de maintenir le cap, de travailler à soi encore davantage cette majorité pour que en 2026, ils se maintiennent dans les conditions, dans les proportions normales et pour dominer. Mais là, salut à eux, salut à l'UPA, premier parti national aujourd'hui. Donc, 3 élections, ils ont participé aux législatives 2019, au communal 2020, et maintenant à ces législatives, ils démontrent clairement, avec ou sans la passion de l'opposition, qu'ils sont le meilleur parti, qu'ils demeurent le meilleur parti, et de loin, et devant les autres. Il faut quand même, quand on en parle de l'UP, il faut saluer aussi le bloc républicain, parce qu'au moment où ça a commencé, les gens avaient déjà décrété la mort du bloc républicain. Il ne passerait même pas les 10%. Certains, voilà, beaucoup avaient dit ça. Nous avions dit que, à l'époque, le bloc républicain avait sa place, avait toujours sa place, et comptait toujours. Nous l'avions dit, et on doit se
qu'on nous donne acte de ça aussi. Oui, Parce que analyser n'est pas aussi simple. Les gens pensent que c'est qu'on regarde dans l'air, on raconte nos vies, non. C'est on regarde beaucoup de données que nous disons ces choses-là. Nous avions estimé que le bloc peut se fragiliser, mais le bloc ne peut pas s'effondrer. Et aujourd'hui, le bloc quand même, en se maintenant avec 29% des suffrages exprimés et 28 sièges, on ne peut pas dire que le bloc ne s'est pas bien comporté. Après, on verra bien ce qui va se passer entre aujourd'hui. Mais le bloc aussi a besoin également de mettre un peu de l'ordre dans son sein et de gérer une sorte de cohérence dans le fonctionnement. Voilà, mais ça c'est à l'interne du parti. C'est pas, ça c'est le regard de l'analyste, n'est peut-être pas le regard de l'intérieur. Mais après toute élection, ont-ils les conclusions? Bon, enfin, à eux de voir, à eux de voir. Voilà, dernière question, Agapit Napoléon Mafouékan. Pas grand changement à attendre de la part de la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Vous voyez, les données ne s'inventent pas. Et comme je vous l'ai dit, c'est de l'arithmétique. Tous les partis ont leurs représentants partout. Les huissiers de la Cour constitutionnelle ont les mêmes données que les partis politiques ont, que la Sénat a, que nous avons pu avoir en glanant par-ci par-là. Au niveau de la validité, il n'y a pas grand-chose à changer. Mais au niveau de la régularité, peut-être que la Cour sera saisie et pourrait être amenée à annuler par-ci ou par-là, ajuster, corriger. Donc, je ne pense pas que grand-chose changerait dans ce que nous aurons tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Mais après, je ne sais pas s'il y aura des saisines et ce qui va se passer après les saisines éventuellement. Il va falloir regarder un peu de ce côté. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafouékan. On va y revenir, mesdames et messieurs, c'est l'actualité. On va y revenir au cours de différents programmes au cours de cette journée peut-être ou même jusqu'au dimanche. Ce sera donc le plat à déguster. Merci déjà de nous avoir suivis pour ce temps d'antenne. On se retrouve sur d'autres programmes E-Télé avec vous, pour vous. Et voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc de suivre en nouvelle diffusion cette analyse des résultats à chaud de l'expert électoral, le consultant politique Agapit Napoléon Mafouékan. Et nous revenons ici en plateau avec les collègues hommes des médias, journalistes qui auront leurs différents regards sur ces grandes tendances. Adrien Tchoum, je rappelle que nous sommes avec Adrien Tchoumakou, Poines Akondé et Landry Roueton. Tout de suite, Adrien Tchoumakou, est-ce que les résultats, les grandes tendances telles que annoncées par la Sénat aujourd'hui étaient véritablement, vraiment attendues au plan national? Oui, la nouvelle est tombée. Nous avons suivi les informations provenant de la Sénat et je pense que, en réalité, quand vous faites une lecture des résultats proclamés par la Sénat, ça reflète effectivement ce qui était sorti des urnes. Et c'est la preuve qu'il y a la transparence du début jusqu'à ce jour par rapport au processus électoral. Donc, moi, je félicite tous ceux-là qui ont compétit, les partis politiques en liste. Je leur dis bravo parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas gagné d'avance. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, la première force politique, c'est bel et bien l'UPR qui s'en sort avec, évidemment, 37,56%. Vient après le biais, je vais parler du suffrage exprimé pour cette ces élections législatives. Vient juste le bloc républicain avec 29,17%. Et après, évidemment, les démocrates qui viennent de faire leur entrée triomphale à l'Assemblée nationale avec 24,2% de suffrage exprimé. En somme, nous pouvons dire que, tel que la Sénat l'a dit, au regard des informations issues, des informations officielles de la Sénat, c'est que l'UPR aujourd'hui totalise 56 sièges. 53. C'est bel et bien ça, toutes mes excuses, 53 sièges. Je reprends que l'UPR a réuni au total 53 sièges. Le BR et les démocrates ils sont, chacun en ce qui le concerne, a pu réunir au total 28 sièges. Donc,
c'est pour dire bravo, bravo et félicitations. Alors, en attendant de féliciter Adrien Tchomakou, Landry Breton, est-ce que, c'est pratiquement la même question, nous avons suivi, l'attente était longue, parfois le stress et tout. Est-ce que ce dénouement que nous avons suivi avec le président de la Sénat aujourd'hui était attendu selon vous? Oui, merci beaucoup, Etodule. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ce matin, ou en début d'après-midi, qu'on le dise comme ça, j'étais dans une sphère médiatique avec des amis. Lorsqu'on a annoncé que le président de la Sénat allait donner les grandes tendances, quitte à ce que la Cour constitutionnelle valide tout cela après, il y avait un silence de cathédrale. Et on était, on voulait savoir si tout ce qu'il y a eu comme supputation, tout ce qu'il y a eu comme chiffres avancés de part et d'autre allait être confirmé ou non par la Sénat. Et donc c'était un silence de cathédrale. On suivait tout de suite le président de la Sénat et comme des candidats qui avaient été au baccalauréat. Suivez mon regard. Voilà. Et donc heureusement que ce candidat n'a pas été recalé. Et voilà, et donc on a bu les chiffres, et c'était avec beaucoup de solennité, avec beaucoup de sérieux que le président de la Sénat, Sakala Fia, nous a délecté sur ces chiffres, même si à un moment donné il était essoufflé, parce qu'il fallait citer tous ces noms, nom des 109 députés désormais qui... 109 députés, c'est ça. C'est bien cela, voilà. Et qui devront désormais siéger pour représenter le peuple pour cette 9e législature. Et donc, l'enjeu était de taille. Et le combat, comme le dirait l'autre, dans l'arène politique, ça a été rude. Heureusement qu'il n'y a pas eu de casse ou pas trop de casse. Et aujourd'hui, pour moi... ce n'est pas un triomphalisme pour un parti ou un autre. Je crois que c'est le Bénin qui a gagné. En entendant que l'institution qui a ce plein pouvoir de dire presque le dernier mot puisse nous fixer d'ici 24-48 heures, on l'espère bien. Très bien. Mais est-ce que, la question est de savoir, est là, mais est-ce que le dénouement, selon vous, en tant qu'analyste homme des médias, est-ce que vous aviez attendu ce dénouement? Ces résultats. Oui, ces résultats, quand on prend un peu de recul et qu'on ne verse pas dans le sensationnel, on se rend à l'évidence que ce n'est pas très loin de ce qu'on aurait imaginé. Parce que moi, en tant que journaliste d'investigation, j'ai eu à sonder des terrains, j'ai eu à écouter des choses. Lorsque vous prenez la circonscription que je semble maîtriser le plus, je le dis comme ça, la 6e circonscription qui est mon refuge, et je le dis, quand on voit les démocrates avancer, et quand on a vu ces chiffres, on a oublié tout de suite que c'est une circonscription électorale, la 6e d'ailleurs, qui a trois localités fortes à grosse densité. Il faut qu'on le dise comme ça. Lorsque vous prenez Calavi, oui, c'est vrai, c'est la cité d'Ottawa, il y a du monde, c'est vrai et tout. Il y a Soava à côté, il y a Zé. Voilà les 3 composantes. Il faut dire que les démocrates ont eu pion sur rue dans Calavi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Soava et à Zé? Je crois que les chiffres collectés de part et d'autre. Est-ce que Adrien Tchomakou a dit tout à l'heure, je donne une caution à cela parce que il y a eu des rapports, il y a eu des procès-verbaux, je le dis comme ça, et il y a eu des représentants de chacun de ces partis qui, je crois bien, aura posé leur signature sur ce procès verbal, et je crois que les chiffres n'ont pas été, pour le moment, n'ont pas été contestés. Est-ce qu'après l'étape de la Sénat, il y aura des contestations avant qu'on aille ou on attend la Cour constitutionnelle pour voir ce qu'il en est? Prenez Sakondé, est-ce que vous partagez le même avis que vos précédents, Landry Breton, Adrien Tchomakou, par rapport au dénouement? Est-ce que vous aussi, vous avez eu le pressentiment que c'était ce qui devrait se passer? Merci Théodule. Une fois encore, merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent. D'abord, je voudrais exprimer ma satisfaction par rapport à ce qui s'est passé le dimanche dernier, le 8 janvier. Pour une fois, depuis 2016, nous avons eu le temps de vivre une élection à la fois inclusive, à la fois festive, mais qui n'a pas manqué de faire appel
à cette bataille politique que nous connaissons de tous les temps. J'exprime ma joie par rapport à ça et exprime aussi par la même voix ma déception par rapport au taux de participation. Nous aurons le temps d'en parler tout à l'heure. Ok, d'accord. Oui, allez-y, tout de même. Parce que, bon, par le passé, pour les élections en 2019, en 2020 et en 2021, on a décrié le taux de participation. On avait estimé que c'est parce que l'opposition n'était pas dans les starting blocks qu'on avait eu ces faibles taux de participation, mais 36% pour cette partie politique, je pense que c'est un peu faible. Oui. Non. Maintenant, par rapport aux résultats. Par rapport aux résultats. Oui. J'avoue que il y a entre ce qu'on a voulu faire croire juste au soir du 8 janvier, parce que au soir du 8 janvier, même ceux qui étaient de la mouvance, je veux dire le BR et l'UP, étaient devenus, à mon avis, un peu attentistes par rapport à ce qui pourrait sortir. Parce que nos amis, les démocrates, ont publié beaucoup de résultats sortis des bureaux de vote et ont publié beaucoup de résultats dans les zones où ils étaient devant. Dans les bureaux de vote où ils étaient devant. Et ça a fait croire qu'on devrait avoir un résultat qui mettrait un peu plus en avant les démocrates. Et qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Non, mais les résultats qu'on avait eus, c'était des résultats parcellaires. Oui. Donc on ne peut pas, ce n'étaient pas des compilations sorties de quelque part. Donc on ne peut pas logiquement s'attarder longtemps sur cela. Maintenant que la Sénat a fait son travail, ces partis politiques-là qui ont participé à ces élections vont prendre la parole et nous dire, bon, en fait, ces élections, ces résultats sont conformes à ce que nous aussi nous avons compilé. À la fois les démocrates, l'UPR, le BR, parce que pourquoi pas les autres le aussi. BR avec le nombre de députés qu'il a, les 28 là, on peut bien estimer que, bon, dans des localités, il a été lésé, donc faire des réclamations. On attend, à mon avis, ce n'est pas, bon, ça ne ressort pas de mes prérogatives de dire que ce résultat-là ne reflète pas ce qui est sorti des urnes, parce que moi, je n'ai pas fait le tour des 8000 bureaux de vote. Il y en a qui ont fait ce travail-là et c'est à eux de prendre la parole et de s'exprimer. Très bien. Oui, Landry Ruiton, aujourd'hui, les grandes tendances... Adrien n'est pas oublié. Adrien n'est pas oublié. Alors, nous avons aujourd'hui trois forces qui se dégagent, trois forces de partis politiques qui se dégagent, UP le Renouveau, le BR et les démocrates. Est-ce que, selon vous, de par vos analyses, est-ce que c'est déjà le visage politique que présentera désormais le Bénin, ou est-ce que c'est le vrai visage politique du Bénin qui se dégage aujourd'hui? Je prends la main. Bien sûr, bien sûr. Merci en attendant, Adrien, oui, qui, je rappelle, n'est pas oublié. Il aura certainement son tour. Non, je crois que ça va être vraiment biaisé de penser que ça y est, c'est fait. Il n'y aura que ces trois entités politiques dans l'arène pour désormais animer la vie politique de notre pays. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, d'accord, je n'en disconviens pas, puisque c'est ce que nous-mêmes nous avions décidé à travers les règles générales des élections dans notre pays. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que l'Assemblée nationale pour animer la vie politique dans notre pays. Il y a aussi ces partis que le consultant a voulu caricaturer tout à l'heure comme étant des partis minimes. Moi, je les appelle des partis satellitaires, d'une façon ou d'une autre. Et ce sont ces partis qui, d'une façon ou d'une autre, rien n'est figé en politique, avec le consensus, avec des approches consensuelles. Ces partis peuvent rallier des causes, peuvent décider de faire leur chemin ensemble, mais d'une façon ou d'une autre, pour revenir à votre question, ce n'est pas... Non, c'est vrai, il y aura une animation au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement. La 9e législature sera
animer désormais, quoi qu'on dise, hein, même s'il y a des couacs, même s'il y a des paramètres, pas des paramètres, même s'il y a des choses comment dirais-je, appoli au niveau de la Cour constitutionnelle pour donner enfin les résultats définitifs. J'ose pas croire quand même que des partis qui ont 1% vont se retrouver à 10%. Je crois que ça va être un cataclysme. Ça va pas être possible, il faut oser le dire. Et il faut déjà qu'on se dise, si quelque chose doit être fait, ça va peut-être au niveau du bloc républicain, des démocrates, réajuster peut-être les chiffres, et donner 1 ou 2 députés en plus ou soustraire, en tout cas d'une façon ou d'une autre, comme l'a dit Prudence, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Oui. Et donc, j'espère que les 7 sages de la Cour constitutionnelle seront étudiés, mais je crois que le gros boulot a été déjà fait par la Sénat, à qui nous disons bingo, parce que ce n'est pas facile. Lorsque je me suis mis avec un ami ce matin à faire sortir des quotients, à faire sortir des chiffres, ce n'est pas facile, mais je crois que ceux qui ont fait le travail étaient bien outillés et qu'il n'y a pas de problème. Et très bien. Adrien Tchoumakou, oui. Et donc désormais, c'est ça le visage que présente désormais la scène politique, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement. Mais dites-nous, on avait pensé au départ que, au fait, c'était les démocrates qui faisaient, disons, razzia. Et ça avait soulevé, en tout cas, beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous avez... C'était le sentiment que vous avez eu? En fait, vous savez, ça me fait beaucoup rire. Dit que les démocrates faisaient du razzia. Je dis non, en réalité, mais les faits sont là. Quand vous prenez, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, la première circonscription électorale de notre pays, le Bénin. La première circonscription, c'est Malanville, Kalalé, les trucs là-bas. C'est au nord. La première circonscription électorale, les démocrates n'ont même pas trouvé un seul siège. Vous voyez ça? Eux-mêmes sont conscients de ce que, en réalité, c'est là où ils ont trouvé assez de suffrages qui balançaient sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, le WC. Il faut tout mettre dedans. Il faut montrer au public que nous sommes bons, nous sommes ci, nous sommes ça. Mais la réalité, vous savez du fond de votre cœur que ce n'est pas ça. Première circonscription électorale, c'est seulement l'UPR qui a pu obtenir 3 sièges. Nous en avons une 20 et quelques. Oui, c'est un exemple ailleurs, ils ont quand même eu... Pour dire que les démocrates, par exemple, n'ont rien eu dans la première circonscription électorale. Donc, c'est là où c'est bon pour eux qu'ils mettaient dans des forats, et ainsi de suite, pour montrer qu'ils sont en avance. Mais la réalité, ce qui reflète, ils sont conscients aussi de ce qui est sorti des urnes, que ce sont les vrais résultats, que ce sont les vraies tendances que la Sénat vient de rendre publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un monsieur comme Jacques Ayadi de Mouel Bénin, pour moi, qui va porter plainte pour dire que dans son village natal, qui est Dassa, que les démocrates ne l'ont pas battu. Vous voyez un peu ce que je dis? Les démocrates ont battu Mouel Bénin dans le village natal du président de Mouel Bénin. Donc, les démocrates aussi doivent accepter qu'à Malanville, ils n'ont rien trouvé. Donc, c'est ça. Ainsi de suite. C'est ainsi de suite. D'accord. Quand je prends à Tougou, dans la 13e circonscription électorale, oui. Mais ils sont conscients de ce que Mali Gomina a fait razzia là-bas. C'est de ça qu'il est question. En réalité, c'est une fête. Et nous devons nous en réjouir. Non, mais deux sièges. Ils sont fiers. Et je pense que ça soit l'UDBN qui n'a pas pu réunir les 10%. L'UDBN qui a été battu à Godomé et à Ouida, où Mme Produit Prudentio était, par le passé, était assise. Aujourd'hui, l'UDBN ne peut pas dire qu'on l'a battu, on a fraudé. Non! Qu'est-ce que l'UDBN pourra dire? C'est-à-dire, ce sont les vrais chiffres que la Sénat vient de rendre publics. Et je pense que tout se passe dans une transparence totale. Mais les résultats étaient publics. Si vous êtes représenté dans les plus de 115 000 bureaux de vote, vous devez savoir déjà, depuis le lundi, que voici les grandes tendances. En tout cas, ce qui nous concerne, nous autres. Donc, la Sénat a dit ce qui devrait être dit, ce qui est connu de tout le monde,
et ce qui est officiel, ce qui est vérifié. Très bien. C'est la vraie information. C'est en réalité la vérité des chiffres. Très bien, C'est ça qui merci. est la question. Merci Adrien. Alors, Prudence Akondé, je m'en vais vous demander, est-ce que de votre position d'analyste, d'observateur, est-ce que les émissions, les démissions, je dirais les regroupements, les adhésions, etc., tous ces mouvements ont-ils joué sur les partis politiques, les différents partis politiques? Si nous prenons le cas de l'UP aujourd'hui, avec qui s'en sort avec 53 sièges, est-ce que ces différents mouvements qu'on a constatés à quelques mois, sinon à quelques semaines des élections, ont-ils joué sur l'UP par exemple? Absolument, en fait. Pour moi, ça a eu de l'impact. Quand tout à l'heure, le grand frère Landry disait à Zé, si l'UP a pu faire un bon résultat, c'est parce que, entre-temps, nous avons eu Valentin Aditi-Koudé. Et tout le monde connaît la force de frappe de ce monsieur-là dans Zé. Est-ce qu'il continue de maintenir cette force dans Zé? C'est l'autre grande question qu'il faut se poser. Oui, mais en fait, on vient d'avoir la preuve de ce qu'il continue d'avoir de l'influence dans cette zone-là. Il n'aurait pas été avec l'UP et ce n'est pas évident que l'UP puisse avoir ce bon résultat-là dans la 6e circonscription électorale. Quand nous prenons la 19e, la 20e, qu'on le veuille ou non, le ralliement du PRD a eu un impact positif. Parce que s'il n'y avait pas ça, il pouvait faire du résultat, mais ce n'est pas évident qu'il fasse aussi bien. En fait, quand nous prenons par exemple la 6e, je pense que dans la 6e, ils ont eu 5 députés. L'UPR a eu 5 ou 4 députés dans la 6e. S'il n'y avait pas Zé, s'il n'y avait pas eu Soava, on s'en tenait seulement à Calavi. Les démocrates étaient partis pour prendre la majorité. Mais bon, grâce à ces ralliements, je dirais même de dernières heures, l'UP a pu maintenir sa place de première force politique sur l'échiquier national. Oui, Landry Breton, alors par rapport au BR, non, mais les démocrates, vous avez vu, est-ce qu'on peut parler aussi d'adhésion, de ralliement? Parce que de leur côté, ça s'est passé en sourdine. Est-ce que ça a joué? Qu'est-ce qui a joué sur le résultat, par exemple? Je vais peut-être vous étonner en le disant comme ça. Selon moi, ce ne sont pas les opposants qui ont voté pour les démocrates. Quand on voit un peu le taux de participation, qui ne fait même pas 40%, c'est vrai. C'est un bond par rapport à ce qui se faisait déjà en 2019, 2021. On a vu le taux de participation. Je crois, même si on n'est pas totalement satisfait, on devrait se satisfaire de ces chiffres-là, d'une façon ou d'une autre. Mais selon moi, ça c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Okay. Les démocrates ont fait ce résultat par rapport... c'est sur un principe de causalité, c'est sur un principe de cause à effet. Voilà, et c'est la façon dont on a géré les frustrations à l'interne des partis politiques de la mouvance tels que le BR et l'UP, et vous aurez constaté qu'après le dépôt des dossiers, c'est à partir de là que tout a commencé. Et lorsque vous écoutez le speech, le discours des responsables de ces partis, vous allez sembler entendre quelque chose peut-être qu'on n'a pas pu amplifier. Nous autres qui sommes des médias, nous demandons pardon à ceux qui n'ont pas été positionnés afin que tout le monde puisse venir, qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs. Personne n'est amnésique sur ce plateau. On l'a entendu. Mais j'ai eu l'impression qu'on n'a pas touché le cœur de ceux-là qui ont été, frustrés. Et selon moi, parce que, écoutez, les démocrates, c'était déjà un parti qui était en friction. C'est un parti qui n'avait plus forcément tous ces ancrages et qui tanguait et qui ne savait même pas si on ne savait même pas si ce parti allait participer à ces élections-ci. Et donc,
quand c'est arrivé comme ça, sur un coup d'éclat, et on dit, rassemblons-nous, allons-y, nous savons que nous pouvons compter sur le peuple, mais je crois que ce qui a fait la force des démocrates, c'est l'ensemble de ces frustrés qui, le jour, donnent l'impression d'être dans le bloc, d'être à l'ombre du baobab, mais qui la nuit tenaient la flamme et qui allaient distiller autre chose au sein de la population. C'est ce que je crois. Oui. Est-ce que vous partagez l'avis de certains qui estiment que c'est entre griffes de sanctions? De sanctions, c'est ce que je suis en train de dire pour rester dans la droite ligne de ce que Ponios était en train de dire tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il y a eu des ralliements, ça c'est l'aspect positif de ce que nous avions vu, mais la gestion des crises à l'interne de ces partis politiques, cette gestion n'a pas été réellement maîtrisée parce que, écoutez, c'est sans langue de bois, il faut oser le dire, c'est ce que nous entendons dans le bas peuple. Nous entendons des gens qui se disent, oui, mais moi je ne suis pas d'accord pour ça, pour ce qu'ils font, moi je vais donner ma caution aux autres pour leur montrer et que voilà, que c'est pas comme ça. Bref, moi, je ne suis pas en train de trahir des secrets. C'est dans mon profil de journaliste que j'ai dû entendre ces choses. Je ne suis pas là pour amplifier cela. Mais je crois que les partis, l'Union progressiste et le Bloc républicain, j'y arrive, doivent pouvoir s'asseoir après ces échéances et ramener la balle à terre, régler les problèmes pour qu'il n'y ait plus de frustrés. Sinon, les jours à venir seront encore plus difficiles. Très bien. Adrien Tchomakou, oui. Alors, parlons du biais d'émissions, ralliements, adhésions, etc. Est-ce que ça a impacté le résultat qu'on a aujourd'hui par rapport à la performance du Bloc républicain? Tout à fait. Je voudrais ajouter à ce que Landry vient de dire quoi. Il faut comprendre les choses. En réalité, au sein de la mouvance, il y a assez de frustrés. D'abord, tout est parti des positionnements. Et ça, comme dans tout parti politique. À la veille des élections, dans tout parti politique, il y a toujours ça. Même au niveau des démocrates, on vous dira qu'il y a eu des frustrés. Beaucoup n'ont pas mouillé le maillot pour pouvoir amener des gens à porter le choix sur le biais et pour, comment on l'appelle, le bien. Donc, c'est la véritable préoccupation. Il y a eu assez de frustrés par rapport au positionnement. Et c'est inhérent à la vie de tout un chacun de nous. Oui, maintenant, tout parti politique. Ce qui est mauvais, c'est que nous avons constaté aussi que des gens font semblant d'être avec l'UP, mais la nuit, effectivement, ils sont de l'autre côté, ou du moins ils donnent des instructions pour que les gens puissent accompagner les démocrates. Parce qu'ils se sentent frustrés, se disent que en réalité c'est de l'égoïsme, que soit c'est moi ou bien ça se gâte. Ça se gâte. Donc il y a ce facteur. L'autre facteur principal, c'est l'entrée en scène politique de l'animal politique Yahi Boni. Pas l'animal politique, par respect. Il est très bon, non, par respect, parce que là, attention, c'est un ancien président de la République. Il est fort. Politiquement, Yahi Boni est bon. En réalité, les Béninois n'ont pas voté les démocrates. Les Béninois ont voté Yahi Boni. C'est ça ce que vous ne voulez pas dire pour que les gens entendent. Les Béninois, ce n'est pas Éric Rouneté, ce n'est pas les têtes de ceux qui sont là, qui ont voté. Non, c'est l'entrée en scène de Yahi Boni. C'est Yahi Boni qui a fait porter les démocrates à l'Assemblée. C'est Yahi Boni qui a fait qu'aujourd'hui, les démocrates ont pu réunir combien déjà 24,2% de suffrage exprimé. Donc, on peut parler plutôt en suffrage. 26, 29, 28 députés. Ça, c'est bien ça. Attention. 28. C'est pas 23. 28 députés, attention. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, les démocrates ont franchi la barre des 10% et se retrouvent à l'Assemblée, selon les sources de la Sénat, en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle, qui vont se retrouver à la Sénat avec à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, 28 sièges. C'est pour dire quoi? D'une manière ou d'une autre, l'entrée en scène de
Yahi Boni a servi à beaucoup de choses pour les démocrates. Vous avez vu les FCBE. Les FCBE aujourd'hui, ils sont à la maison, c'est fini. Non, c'est pas fini, on ne peut pas dire. Parce que évidemment. jusqu'à nouvelle chef de file de l'opposition. C'est la réalité. La réalité est là. Oui, C'est-à-dire, d'accord, mais il y a une résistance légale, on ne peut pas dire que comment c'est il fini. s'appelle, On ne peut pas dire que le c'est chef de fini. file de l'opposition Et toujours- sera amené à passer Sera, tout mais pour le moment, ça demeure toujours Paul Roumpet. Au nouveau chef de file de l'opposition, Très bien. qui peut-être serait effectivement Éric Gourité. Qui sait? Donc, De toute on façon. attend d'ici demain ou après-demain Oui. les résultats définitifs qui seront programmés par La Cour la constitutionnelle. Cour constitutionnelle. C'est pour dire que, d'une manière ou d'une autre, c'est l'opposition même qui a aidé les démocrates à se retrouver à l'Assemblée à cause de ces petites frustrations. L'opposition ou la La mouvance? mouvance. Je veux parler de la mouvance. Merci. Donc, c'est un peu ça. C'est Donc, ça. c'est la mouvance. Oui. Parce que les positionnements, nous avons suivi et les gens continuent de donner de la voix. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Et c'est ce que ça a donné. Donnez, très bien. Adrien Tchoumakou, merci à vous. Prudence Akonde, comment est-ce que, selon vous, comment interprétez-vous ce que Adrien vient de dire, l'entrée en scène, à quelques jours du scrutin de l'ancien président Yahi Boni, surtout qui est resté dans la partie septentrionale, pour faire ça, comment est-ce que ça a véritablement apporté du poids aux démocrates? Comment est-ce que ça a apporté du poids aux démocrates? Et pourquoi? Mais en fait, il n'y a pas de comment. C'est qu'il y a Yahi et qu'il y a de la liesse. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui, quand ils se tiennent en face de vous, pour l'admiration que vous leur portez, pour l'estime que vous leur portez, pour l'amour que vous leur portez, ils n'ont même pas besoin de parler. C'est qu'il suffit qu'ils se tiennent devant et, en fait, l'adhésion devient automatique. Je pense que c'est en partie ce qui s'est passé. Parce que Yahi, on le connaît. On connaît Yahi avec des déclarations, avec des meetings. Ce Yahi-là, ce n'est pas le Yahi qu'on connaissait. C'est un Yahi sobre qui est sorti. Ce n'est pas un Yahi qui est sorti avec sa façon de faire de la campagne. Il est sorti, bon, pour faire de la campagne, mais pour montrer, en fait, son côté démocrate. Oui, je veux qu'il y ait que tout ça pète. Je veux que tout se passe dans le calme. Je veux qu'il y ait toutes les sensibilités. Mais ce n'est pas le Yahi qui est capable de dire ceux-là, ils ne font pas bien, en fait. Laissez-les voter pour telle personne. Il n'a pas été, en fait, ces consignes n'ont pas été, à mon avis, radicales. Mais oui, on va parler de Yahi. Oui, on va parler des frustrations au sein de la mouvance. Mais je pense que ce qui a fondamentalement aidé les démocrates, ce sont les frustrations antérieures. En fait, ce sont les frustrations dues aux exilés. Ce sont les frustrations dues à certaines personnes qui sont encore dans les prisons. Parce que quand nous regardons, par exemple, les localités, à part le Nord, les localités dans lesquelles les démocrates ont percé, Oui. ce sont des localités dans lesquelles on a des leaders qui soit ont des problèmes avec le pouvoir en place, soit ne sont pas présents. Et on comprend que puisqu'ils ont des parents, puisqu'ils ont des amis, puisqu'ils ont des collaborateurs, cela puisse se rejaillir. Quand je prends la 9e, on constate en fait, on voit que pour moi, ce qui s'est passé dans la 9e, c'est parce que on a un certain Koutié, même s'il n'est pas présent, dont en fait la position a augmenté. Bante Savalou, Dassa. Oui. Quand on prend, par exemple, même quand on est à Cotonou, on sait que l'électorat, par exemple, de Cotonou, c'est l'électorat le plus difficile à maîtriser. Et donc, il n'y avait pas pour autant en fait, de fief, quelqu'un qui puisse dire oui, Cotonou c'est mon fief et je le tiens de façon indéfinie. Candidat Zanaï ne sera pas d'accord avec vous. Hein. Non, mais candidat Zanaï va faire ses déclarations. Il a fait ses preuves à Cotonou. Oui, il l'a fait ses preuves. Par le passé. Par le passé, voilà, d'accord. Oui, mais par le passé. Par le passé, la RB aussi a fait ses preuves à Cotonou. Je pense que Tandy n'a pas fait plus de preuves à Cotonou que la RB. C'est ma façon de voir. Donc,
oui, les frustrations au sein de l'opposition, oui, la bête politique, si on peut le dire ainsi, le président Yayi Boni, mais il y a aussi, l'ancien président bien sûr, oui. Il y a aussi les frustrations, en fait, l'impact généré par les frustrations, par les mécontentements de ces personnes-là qui se sont retrouvées à l'extérieur ou qui se sont retrouvées dans des problèmes avec le pouvoir. Oui, Landry, votre lecture par rapport à l'entrée en scène de l'ancien président Boni Yayi, puisque certains ont estimé qu'il n'en avait pas besoin, de descendre, puisque ce sont les élections législatives et qu'il ne serait même pas candidat. Ouais, président d'honneur des démocrates, c'est peut-être possible, parce qu'il joue aussi un rôle au niveau du parti. Je voudrais faire beaucoup plus sérieux. Lorsqu'on voit l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, sur le terrain, moi je l'ai suivi. Avec la foule que ça a drainé, on a vu Kétou, on a vu Parakou, toutes ces sorties à Parakou. Et quand je prends du recul et que j'analyse les chiffres qui ont suivi sa sortie, je crois que ça a été beaucoup plus du sensationnel et du populisme, selon moi. Lorsque vous prenez la huitième, il a installé son camp, comme le dirait l'autre, à Parakou, et il a utilisé la technique de terre brûlée, pour ceux qui savent de quoi on parle. Et lorsque les autres passent, ils repassent pour détruire. C'est de bonne guerre, c'est la politique, c'est la campagne. Et tout cela a été fait dans les règles de l'art. Et quand je vois ces chiffres, je vois que les démocrates n'ont eu que 4 sur les 6. Alors que dans des localités où on se dit que ce sont des cités, des citadelles imprenables, lorsque vous prenez la première circonscription électorale, les démocrates n'ont rien eu là. Il a dit tout à l'heure, l'Union progressiste qui a la main dans cette localité en a pris 3. Absolument. Avec l'élection de Issa Salifou, et le BR n'a eu que un. Bon, c'est Arifari, le seul, Arifari Bako. Et lorsque vous descendez à Kétou, allez-y voir les chiffres, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Et donc, pour moi, je ne voudrais pas dire que c'est un épiphénomène, je ne voudrais pas dire, comme l'a dit l'autre Hasbin, non, ce n'est pas vrai. C'est vrai, il est sorti. Peut-être que s'il n'était pas sorti à Parakou, on n'aurait pas eu, ou les démocrates n'auraient pas eu ces 4 sièges. Voilà. Oui, allez-y. Oui, mais je crois que d'une façon ou d'une autre, sa sortie, ça nous a fait revivre les 10 années du président Yayi Boni, qu'on aime bien voir sortir parce que c'est une attraction. Oui. Et voilà. C'était estimé, et là, j'adresse la question d'abord à Adrien. Oui. C'était estimé que oui, si peut-être le président de la République, Patrice Talon, en tant que se mettait aussi dans la danse, que ça aurait apporté quelque chose au parti de la mouvance, que ce soit UPR, BR, Mouel, etc., que ça pouvait leur faire du bien de l'autre côté. Est-ce que vous partagez cet avis, Adrien Thomas? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, Patrice Talon comptait sur la maturité politique de ceux-là qui l'entouraient. Vous dites? Qui le soutenaient, qui sont de la mouvance? Tout à fait, de la mouvance, parce que ce n'est pas M. Djogbenou qui ne pouvait pas faire le job, et il l'a fait. Donc, Patrice Talon pensait que, bon, ceux-là qui sont sur le terrain sont véritablement mieux pour pouvoir contrer tout ce que ferait Yayi Boni. Et vous savez, c'est vrai, d'une manière ou d'une autre, la descente de Yayi Boni a énormément contribué à cette évolution avancée politique ces derniers jours de les démocrates. Donc, moi, je pense que Patrice Talon a même bien fait de ne pas se mettre dans la danse. S'il doit se mettre dans la danse, nous avons 2 semaines de campagne. Il va faire campagne avec qui? Il va laisser qui? Et on dirait après que, oui, qu'en réalité, que Patrice Talon, son candidat, parce que qu'on veuille ou pas, le vote est secret, il a voté quelqu'un, et les gens diront que oui, Patrice Talon a voté l'UPR, Patrice Talon sur le biais. Non. Quand tu es grand, tu te tais, tu observes.
il a les têtes sur les épaules, il a tout suivi. Et bon, je ne sais pas si même il a donné des conseils. Une chose est claire. Vous savez, l'objectif ici, c'est 2026. Puisque c'est une question de transition. Ces députés feront 3 ans. Mais il est dit, dans le code électoral qui va nous permettre d'aller aux élections générales de 2026, que c'est les chefs de parti maintenant qui vont porter les candidats. Donc ça voudra dire peut-être que, bon, il peut y avoir au dernier moment fusion entre le BR et l'UP pour porter un candidat, ou bien le BR aura un candidat pour la présidentielle, l'UP aura un candidat. De toute façon, on en est clair. Oui. Un duo de candidats. Oui. Si Patrice Talon s'alignait derrière Mouel Bénin, où on voyait Patrice Talon derrière l'UDBN, et que l'UDBN n'a pas pu franchir les 10%, les gens vont se moquer de Patrice Talon. Très bien, merci. Donc, Patrice Talon Oui. a bien fait de laisser ces soldats aller sur le front et ils ont ramené la victoire. Parce que le score, vous l'avez vu, la première force politique aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, c'est l'UPR, avec 56 sièges. 53. Vous savez, merci. Alors, Adrien, une dernière question. Il s'agit donc du taux de participation à ces élections. En 2019, c'était à 27%. Aujourd'hui, 2023, 38%. À peine 11% de majoration, bien que l'opposition soit présente. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne sait pas, me retrouver à 40, 50%. On n'a pas franchi la barre des 50% pour le taux de participation. Où se situe le problème, selon vous? Peut-être ça qu'on dit. Bon, on va peut-être aller rapidement. Pour moi, c'est 2 choses. La première, les populations se désintéressent davantage de la chose politique. Les gens pensent que, bon, en fait, il vaut mieux aller faire un travail qui me permet de gagner de l'argent que de m'intéresser à cette activité-là. La deuxième chose, pour moi, c'est qu'il y a des populations, en fait, des citoyens, des personnes en âge de voter qui n'ont pas retrouvé, en fait, la personne qui pouvait les faire sortir de chez eux. Même si c'était une élection de proximité, en fait, nous savons que quand le candidat, j'ai une relation avec lui, même si je ne suis pas prêt pour aller, en fait, je ne veux pas participer à l'élection de façon générale, rien que pour lui, on se sent redevable, on va vers le vote. Donc, il y a, première chose, cette en fait, fossé entre la chose politique et la population. La deuxième chose, c'est que les candidats n'étaient pas, pour la plupart, représentatifs de ce que la population attendait. Attendez, oui. Landry Witton, le taux de participation, où se situe le problème? 11% d'augmentation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malgré la présence de la police. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, on pourrait se retrouver à 50%. Moi, je vais faire très court. Lorsque vous avez été alité et que vous vous retrouvez en convalescence, ne demandez pas à l'organisme de reprendre son rythme habituel comme si de rien n'était. Nous avions traversé des périodes critiques pour des élections. On ne voudrait pas rappeler 2019. Et aujourd'hui, pour moi, je crois que c'est déjà même une victoire parce qu'on a retrouvé cette fibre de réjouissance pour ces élections. Et je crois que nous n'allons pas faire trop pressé. Attendons 2026 pour voir quel sera le taux, l'engouement qu'il y aura autour des élections. Adrien, oui, par rapport au taux de participation? Oui, 34%, avant on parlait de 18, 19, 27%. Je pense qu'il y a une évolution que nous devons tous reconnaître. Et il faut avouer qu'en réalité, il y a des choses que beaucoup ne comprennent pas. Actuellement, dans notre pays, il y a des policiers, des militaires qui sont en formation, c'est-à-dire des préposés. Ils ne sont pas encore policiers militaires, ils sont en formation. Et du coup, tel que l'organisation électorale s'est déroulée, ceux-là, par exemple, au total, quand je prends la police, du côté de la police, il y a 1200. Qu'est-ce que ça a à voir avec Écoutez-moi. Oui, allez-y très rapidement parce que nous sommes régis par le temps. Plus de 2000 personnes n'ont pas pu voter parce qu'ils sont en formation.
C'est ça de quoi je vous parle. D'accord, très Les rapidement, chiffres sont s'il là vous plaît. parce que ils sont en Mais formation. l'électorat, ça fait 6 millions. C'est millions, 700, c'est millions, 700 000. Alors, C'est pour dire que oui. si ceux-là aussi votaient, ça pouvait contribuer Bon, à- oui. au taux Au taux de- un peu plus élevé. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi? oui, C'est très que rapidement. je disais tantôt que pour moi, ça a beaucoup marché. Parce que quand nous regardons l'écart, c'est déjà une grande avancée. Très bien. Je pense que pour les fois à venir, on peut aller à 54%. C'est notre souhait le plus ardent. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout s'est déroulé dans la paix. Très bien. C'est ça, Alors, le processus. c'est justement ça la dernière question. Élection inclusive, résultat inclusif, Parlement, Tout à fait. c'est inclusif aussi. Dernière question en 30 secondes, s'il vous plaît, pour qu'on finisse. Oui, je pense vivement que d'ici demain, après-demain, la Cour constitutionnelle va donner les résultats définitifs. On sera davantage situé. Le plus important, c'est que tout a commencé, tout ce qui commence bien, finit bien. Très bien. Et nous sommes à la fin. C'est déjà bien que jusqu'à présent, il n'y a même pas eu de trouble à l'ordre public. Il n'y en Et il n'y aura en pas. aura même pas. Très bien, merci C'est Adrien. ça le plus important. Si des gens pensent qu'ils ne sont pas pris en compte pour des trucs, ils n'ont pas Merci. saisi la Cour constitutionnelle. Et bon, tout se joue correctement. Très bien. Et, nous sommes dans un état de droit, Très c'est bien. la démocratie. Je pense que je suis fier, plus que jamais fier d'être béninois. D'accord. Et beaucoup sont fiers Aussi. comme moi parce que Merci, les Adrien. résultats, les grandes tendances Nous allons écouter- reflètent correctement les résultats des Frédéric Sakondé. C'est ça le plus important. Élection inclusive, résultat inclusif, Parlement inclusif, certainement. Ou Élection multicolore. inclusive, Parlement multitendance, ça c'est clair, mais par rapport aux résultats, moi je laisse les institutions s'en occuper, les institutions et les candidats s'en occuper. J'ai vu en 2019 et en 2021 l'opposition assez déchaînée sur les explications qu'on pouvait apporter au taux de participation, surtout au taux d'abstention. Je voudrais les entendre à nouveau nous parler de comment on peut expliquer l'abstention de 60%. D'accord. Merci à vous. Landry Breton, Oui. on finit avec vous. Oui, Par rapport à la dernière question. Par rapport à la dernière question, je voudrais bien que ce Parlement qui viendra nous fasse oublier rapidement la 8e législature. Et c'est sur ça que je vous dis merci. On doit avoir invité sur ce plateau. Très bien. Et vivement que je revienne un autre jour. Bien sûr. La seule chose que vous permettez de ajouter, c'est que nous, journalistes, nous sommes souvent oubliés dans tout le processus. C'est vrai, nous sommes accrédités, on fait tout, mais la Sénat nous oublie. Il faut que la Sénat pense davantage. Merci à vous, Adrien Tchomako. Mesdames et messieurs, c'était le regard médiatique sur le verdict des législatives de janvier 2023. Aujourd'hui, la Sénat a donné les grandes tendances. Vous les avez écoutées, les collègues qui sont venus. Adrien Tchomako, directeur de publication du quotidien Fraternité. Landry Breton, directeur de Filao Web TV, cette chaîne de télévision que vous suivez en ligne. Et puis, Prudence Akandé, il est journaliste. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir partagé ces moments avec nous. Tout à l'heure, certainement, un autre plateau qui viendra s'installer, bien évidemment, dans cette perspective des résultats des législatives de 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Prenez toujours du plaisir à suivre les programmes de ETélé Bénin.